Coucou tout le monde. Et oui, aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo euh, de moi, tout simplement. Vous expliquer un peu qui, qui je suis, euh, pourquoi que j'ai ouvert un groupe, pourquoi j'aide autant les gens, et pourquoi en fait tout ça. Pourquoi, le pourquoi du pourquoi. Dans le fond, je vais essayer de donner le plus d'explications possible pour que vous puissiez comprendre un peu réellement qui se cache derrière cet ordinateur. Ou plutôt, qui se cache derrière le messager de l'au-delà. Vous savez que certaines personnes du groupe, je pourrais dire, en fait les ancêtres du groupe, ceux qui sont là depuis le début, savent que j'ai certaines capacités. En fait, tout ça a commencé depuis... avant de continuer, je vais mettre une parenthèse, cette vidéo risque d'être très longue. C'est sûr que je vous recommande de mettre un casque d'écoute. J'ai pas une voix extrêmement forte. Disons que je suis un peu blasé ces temps-ci. C'est ce que je vais expliquer la raison dans ma vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Elle durera le temps qu'elle durera. Sauf que je crois que certaines personnes doivent savoir vraiment certaines choses. Donc, c'est important pour moi de le faire via YouTube. Donc voilà. Étant tout petit, j'étais une personne qui était pas dans la religion en tant que telle, mais qui lisait beaucoup, soit la Bible, l'Ancien Testament, tout ça. Et j'avais toujours espoir qu'un jour ma vie soit meilleure. Mais en fait, c'était pas le cas. J'ai été un, je vous dirais, j'ai été un enfant qui, je vous dirais depuis l'âge que j'ai conscience, je crois que c'est environ 2 ans et demi, 3 ans, aller jusqu'à mes 18 ans, c'était un enfer total. Puis, j'ai vécu toutes sortes de cochonneries que vous pouvez même pas vous imaginer non seulement. Euh, si on commence par le début, niveau amour et tout ça, honnêtement, je me sentais pas aimé, tout simplement. Je me suis jamais senti aimé. Ni par ma mère, ni par mon beau-père, parce que mon père, malheureusement, n'était plus dans les barrages. Euh, Ma mère a quitté mon père, j'avais 2 ans et demi. Donc, ça vous donne une idée un peu. Puis mon père, je ne l'ai jamais connu non plus. Donc, suite à ça, ma mère était une femme qui était très violente. Très violente psychologiquement et très violente physiquement. Euh, je vous dirais de l'âge aussi que j'ai eu comme conscience, aller jusqu'à mes 18 ans, c'était toujours de la violence. Elle ne se gênait pas pour autant me frapper que me dire des méchancetés gratuites. Elle m'a toujours dénigré au dernier degré, que j'étais une personne qui n'arrivera jamais à rien en vie, que j'étais un dégueulasse, que j'aurais dû jamais venir au monde. Euh, Ça, c'est le genre de paroles que j'ai tout le temps. Niveau physique, c'était des coups de poing dans le plexus solaire. Puis vous savez que un coup de poing dans le plexus solaire, c'est dans l'extrême douloureux et on manque de souffle. On respire plus du tout. Donc, je pourrais être jusqu'à 2-3 minutes
sans respirer. Sans oublier les coups à la tête dans le mur. C'est assez violent. C'était sans permanence. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas le droit d'aller dehors. Je n'avais pas le droit de sortir de ma chambre non plus. Je ne pouvais pas non plus faire une plainte à l'école parce qu'elle me faisait des menaces de mort. Donc, la chose qu'elle me disait, c'est si tu te plains à l'école, je vais te tuer. Et ça a été ainsi jusqu'à l'âge de 18 ans. À partir de 16 ans, disons, 15 ans, disons qu'elle était comme un peu plus souple. Oui, elle me faisait sortir de la chambre, mais pour combler à ses besoins. Ce qui veut dire dans le sens que je m'occupe de la maison, de l'épicerie, du ménage, de la vaisselle. Il fallait que je m'occupe de ces problèmes qu'elle avait avec ses dealers de drogue, ses multiples conjoints. J'ai même failli une fois, et je m'en souviendrai toujours, j'ai même failli une fois me faire lancer en bas d'un 4e étage. Parce que c'était comme tellement violent, la dispute qu'il y avait entre ma mère et son conjoint, je pourrais dire périodiquement, parce que lui était alcoolique. Donc, quand il venait la voir, il était déjà avancé au niveau alcool. Donc, puis j'ai voulu comme interposer entre les deux pour que ça cesse, parce que c'était comme trop violent. La vaisselle partait, tout partait, donc c'était extrêmement violent. Donc, lui, de son côté, il m'a comme pris, et moi déjà, je suis pas gros, je suis pas énorme de l'avance, donc, j'ai 16 ans. Donc, il m'a pris, il m'a comme mis par-dessus ce que je pourrais dire, comme une galerie ski bloc, pour afin d'éviter de tomber en bas. Il m'a comme mis comme par-dessus. J'ai le dos qui m'a comme plié en sandwich, je pourrais dire ça comme ça. Bref, c'est mon oncle qui a intervenu, mais juste pour dire que lui, dans sa tête, c'était de me lancer en bas du 3e ou 4e étage, peu importe. Bref, c'est assez haut. Puis, vous savez, toutes ces périodes-là, c'était, disons, de 16 à 18 ans, ça a été assez rock'n'roll. Plus rock'n'roll que de 16 à 19 ans. Je ne sais pas si vraiment elle était consciente de ses gestes. Je ne sais pas vraiment si elle était consciente de tout ce qu'elle faisait. Certains d'entre vous vont dire, est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu as tenté de faire quelque chose? Est-ce que tu as tenté de... Malheureusement, je ne pouvais pas. Puis l'école, je dirais le secondaire, ne me croyait pas. Sauf à mes 18 ans. Avec des recherches et des fouilles et des analyses, l'enregistrement. C'est là qui ont comme vu je pourrais dire ça comme ça, l'envers de la médaille. C'est sûr que dans ces années-là, je pourrais dire entre 1980 et 1995, la DPJ était plus ou moins présente dans nos vies comparée à aujourd'hui.
Aujourd'hui, un simple signalement, et puis 2 jours après, tu as un téléphone chez toi pour dire qu'il va y avoir la DPJ qui va débarquer. Mais dans ces années-là, c'était pas comme ça. Même s'il y a eu plusieurs fois euh, que c'est ben, sa sœur qui a été extrêmement proche de moi, qui est décédée aujourd'hui, mais qui est décédée depuis environ 2 ans qu'elle est décédée. On était très liés ensemble. Il a fait une fois une plainte, mais malheureusement, vu que c'était familial et tout ça, euh, les policiers, quand ils sont venus à la maison, ils ne pouvaient pas rien faire. Puis, ma mère étant une très bonne menteuse, elle est quand même arrivée à camoufler le tout. Et c'est sûr qu'avant que les policiers arrivent, elle se dépêchait à ouvrir la porte de ma chambre et me dire si tu dis quelque chose, ça va aller mal pour toi. Et c'est ça qui a été une période, comme je vous ai dit, entre 16 et 18 ans, c'était assez rock'n'roll. Plus qu'elle faisait du vol à étalage et, souvent mettait ça sur mon dos à moi. Enfin, on mettait ça sur ma faute. Toutes des petites choses comme ça. Donc, je me suis ramassé avec un dossier judiciaire à l'âge de 16 ans. J'approchais, mais dans l'été de mes 16 ans, je pourrais dire, j'ai eu une crevette dans mon cerveau, j'ai voulu m'enfuir, tout simplement. Euh, j'ai pris un camion et tout ça, et malheureusement, étant donné que je savais pas conduire, et puis que j'avais jamais mis les mains sur un volant, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Donc, au final, j'ai réussi juste à faire le tour du quartier, mais bref, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça a été un enfer. C'était un cours, c'était court, mais ça a été l'enfer. Disons que si j'aurais été majeur, j'aurais eu au moins 10 personnes qui auraient voulu me tuer. Mais bon, je trouve ça drôle aujourd'hui parce que je me dis, je l'ai fait pour essayer de m'en sortir, mais finalement, j'ai causé plus de dommages. J'ai causé plus de dommages que de me faire du bien, mais au final, c'est ça. J'ai fait 2 fugues. Une où c'est que je me suis rendu jusqu'à Longueuil. De ma ville natale aller jusqu'à Longueuil, ce qui fait quand même assez long. À pied. Ils se sont demandé comment est-ce que j'ai fait pour me rendre jusque-là. Ça, c'était au printemps. À l'automne de mes 16 ans, j'en ai fait une autre, mais la frousse me prit. Et c'est les policiers qui finalement m'ont rattrapé. Donc, à 17 ans, il y avait encore des... moi, je me ramassais avec un double casier judiciaire justement pour ça. Donc, j'ai eu quand même ce qu'on appelle ici au Québec des travaux communautaires, pour ceux qui m'écoutent en France. Ici, on a eu des travaux communautaires, puis ça a été court, mais ça reste dans les annales et dossiers judiciaires. À 17 ans, ma mère continuait quand même à l'amplifier encore sur la drogue, médicaments, boissons, bref, le cocktail total. Suite à ça, elle continuait quand même à voler. Mettait ça sous mon dos encore, mettait ça sous ma faute encore, tout ça. Et encore une fois, euh, elle s'est fait avoir, mais c'est moi qui ai écopé le plus. Quand ça l'a passé en cours,
le procureur a dit, parce que le procureur voyait le jeu à ma mère, il voyait comment ce que ma mère était, lui il l'a vu assez rapidement, puis il a dit que j'avais comme pas le choix de le faire, j'avais comme pas le choix comme d'assumer les responsabilités de ma mère, puis lui il voulait que dans le fond moi je sois comme plus dans l'histoire de qu'est-ce qu'elle avait fait. Puis au final, l'avocat à ma mère a dit il est en âge pour décider, à 17 ans, on est en âge pour décider, donc qui assume ses propres responsabilités. Malheureusement, ils m'ont accusé de vol à étalage aussi. Donc, triple dossier judiciaire à 17 ans. Ce qui m'a suivi jusqu'à mes 18 ans, j'avais des travaux communautaires. Je crois que j'ai pas eu quelque chose comme 500 heures de travaux communautaires. C'était l'enfer. Puis, suite à ça, oui, ma mère a consulté ce qu'on appelle des psychologues et tout ça, bon, des travailleuses sociales, puis justement pour mon cas, et c'était la cour qui avait ordonné ça pour ma mère. Bon, suite à ça, moi, j'ai su plus tard qu'elle, elle disait qu'elle avait beaucoup de problèmes avec moi. Écoutez, comment qu'un enfant, puis même, je pourrais dire qu'à 17 ans, on est encore un enfant, hein, on s'entend qu'on connaît rien à la vie, dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui. Le jeune d'aujourd'hui, à 16 ans, il fait tout. Il a sa voiture, il travaille, il a des, il paye l'impôt. Il en paye, mais bref, pas comme. C'était pas comme avant. Hein, c'était pas comme ça. C'était. Les jeunes étaient plus. Comment je pourrais expliquer ça donc? Les jeunes, c'était les jeunes entre eux, c'était pas les mêmes lois, c'était pas les mêmes. C'était pas la même mentalité non plus, c'était plus. Les parents s'occupaient des enfants. Je veux dire, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Bon, c'était pas mon cas malheureusement, mais bon. Mais je peux vous dire entre 1980 et 1995, les jeunes, ça allait à l'école, ça l'étudiait, ça, tu sais, on voit souvent sur Facebook, on se souvient que quand on était jeune, on pouvait boire à même un abreuvoir dehors, on mangeait du sable, puis on écoutait les dessins animés et tout ça. Ça reste que c'est vrai quand même. Tu sais, le bon vieux Walkman, le bon vieux 45 tours vinyle, tu sais, bref, j'ai été de cette génération. Fin génération, mais j'ai été de cette génération-là. Puis quand je vois ça aujourd'hui, certains sont bébés rois, si je pourrais me permettre de dire, puis d'autres sont, oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup de violence. Ce que je raconte de mon histoire, je sais qu'il y en a qui le vivent aujourd'hui, donc. Puis vous allez comprendre un peu plus tard dans ma vidéo pourquoi que je vous raconte tout ça. Bref, à mes 18 ans, j'ai réussi à m'enfuir. Parce que à mes 18 ans, ma mère, du moins de mes 3 ans, aller jusqu'à mes 18 ans, ma mère m'obligeait à me coucher à 19 heures. Des fois même 18h30. Elle me disait, pas de discussion, tu te couches, un point à la ligne, c'est comme ça. Alors imaginez que mes journées pouvaient être longues et mes soirées pouvaient être longues. Et de là part mon insomnie aussi. Sauf que j'ai eu un truc quand même à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, mais ben, c'est pour ça que l'été de mes 16 ans, ça a été quand même, bon, dans ma tête à moi, ça a été quand même une belle été. Pourquoi? Parce que j'arrivais quand même à sortir par la fenêtre. Et mon ami d'enfance me ramenait vers les 11h minuit. Donc, de 20h aller jusqu'à 23h, je m'enfuyais par la fenêtre, j'allais chez lui. Puis là, ben, ceux qui allaient à l'école avec moi,
On habitait tous dans le même quartier, donc on se réunissait tous à la même place. J'ai été capable de le faire environ 2 mois. Donc j'ai un peu connu c'était quoi avoir des bon, mon premier baiser, mon premier, c'est tout ça. Puis c'était cette période-là aussi que j'ai pu le faire. Sinon, sinon à 18 ans, c'est ça, elle continue quand même à me faire coucher vers 18h30, 19h. Sauf quand elle le décidait. Parce que quand elle était seule, là, il fallait que je passe mes soirées avec elle. Donc, imaginez le contraste. Un enfant qui est habitué de se coucher vers 6h30, 7h, le soir, puis là, soudainement, après quelques années, la mère décide, bon, ok, là, tu te couches à la même heure que moi, ce qui se trouve être 1h, 2h du matin. On s'entend que moi, vers les 10h, j'avais comme... Bref, tout ça pour dire que c'était soit l'eau ou le feu. Sans oublier que à mes 18 ans, j'avais encore mes travaux communautaires de mon dossier de jeunesse, là, de mon dossier judiciaire de jeunesse, donc ça comptait quand même. Et puis il fallait que je finisse mes travaux communautaires. La dernière journée de mes travaux communautaires, je devais finir à midi. Mais elle, le matin, elle m'a demandé de finir vers 11h. Je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas avoir plus d'ennuis. Donc je me suis dit, étant majeur, je me mettrai pas plus dans le pétrin. Tout bad, je finis mes heures complètes. Donc, je n'avais pas le choix. Je les ai fait. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai eu le droit à une raclée. Et une sévère raclée. Assez que, elle, ma mère était une femme qui portait beaucoup de bagues. Et il y avait une bague aussi qui avait comme une espèce de diamant dessus avec, c'était comme tout travaillé et tout ça. Tellement le coup était fort que ça m'a laissé une trace sur ma joue. Et ça a resté quand même un bon bout de temps. Euh, Là, vous allez me dire, ouais, mais comment t'as fait pour t'enfuir? C'est là que j'arrive. Il y a eu un soir où c'est que je sais pas ce que ma mère elle avait eu ou ce qu'elle avait mangé, bref, peu importe. Dans le sens que ça allait pas bien. Euh, je pense que je dois avoir fait 10 chapelets ce soir-là, parce que j'ai le doigt de la clé encore, je m'en souviendrai toujours. J'ai le doigt de raclée, une sévère raclée. Et puis je crois que je dois rester au moins 10 chapelets certains. Le lendemain, elle me demande pour aller mener parce que dans les années 95, il n'y avait pas vraiment de DVD. Ça commençait, là, mais c'était rare. Puis, elle me demande d'amener les films euh, au magasin de location de films. Et puis là, ça a été le moment décisif. C'était le moment où c'est que je prends la fuite. Je cherche jamais de revenu. Tout ça pour dire que dans toute ma jeunesse, j'étais une personne qui lisait beaucoup le Nouveau Testament, la Bible et tout ça, qui faisait beaucoup de prières. Euh, euh,
Mais je sais pas. Je sais pas si, pourquoi, comment, la raison d'avoir droit à tout ça. Il y en a qui se demandent parfois pourquoi j'ai un trouble de personnalité limite aujourd'hui. Parce que j'approche mes 37 ans quand même. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on m'a diagnostiqué il y a 2 ans mon trouble de personnalité limite? C'est tout ce que j'ai vécu durant ma jeunesse. C'est comme le fait de avoir le goût de sortir. Le fait de qu'on m'oblige à porter toujours les mêmes vêtements, 7 jours sur 7. Qu'on me laisse dans une chambre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, pas le droit d'avoir de copine, pas le droit d'avoir de copain à la maison non plus. Pas le droit de regarder la télé. J'avais pas de télévision, ni radio, ni rien dans ma chambre. Tout ce que j'avais en ma possession, c'était des simples livres. Euh, en fait, c'est quoi une enfance? C'est quoi une adolescence? C'est quoi tout ça? Je l'ai pas vécu. Je vous dirais de mes 20, 21 ans et demi, bon, je pourrais peut-être même dire 19. J'ai fait une période où c'est que j'ai sombré, euh, j'ai sombré dans la drogue. J'ai sombré dans la drogue. J'en avais assez, j'en avais plus qu'assez. Euh, de toute façon, dans mes autres vidéos, je vous ai raconté un peu ce qui s'est passé entre mes 18 et tout ça. J'ai changé de ville, il a fallu que je change de ville. Bon, bref, pour ceux qui m'ont, je vais le faire rapidement, pour ceux qui m'ont jamais suivi. En fait, c'est ça, de mes 18 ans, aller jusqu'à, du moment où c'est que je me suis enfui de chez moi, aller jusqu'à mes 19 ans et demi, j'ai habité dans une autre ville, il a fallu que je m'enfuis, tout ça. Dans la ville, il me recherchait avec un fusil, donc il voulait comme, me tuer. J'ai pas eu le choix de m'enfuir, de me cacher, de rester comme dans une maison pour jeunes en détresse. Mais moi, dans mon cas, moi, c'était une détresse, mais pas la même que d'autres jeunes. Tu sais, il y a quand même des jeunes en difficulté, des jeunes qui créent des problèmes, qui font de la détresse et tout ça, mais moi, c'est moi qui l'étais. C'est moi qu'on me faisait de la difficulté. Donc, ils m'ont accepté dans cette maison-là. J'ai été euh, une bonne période caché là, et j'avais la protection policière et tout ça. J'ai même porté plainte à ma mère, parce que là, c'était rendu trop. C'était des menaces de mort et tout ça. J'ai eu l'occasion de l'enregistrer et d'aller montrer ça aux policiers. Les policiers ont tout pris en note. Et puis ma mère a eu une interdiction de m'approcher et tout ça. Une assez bonne longue période. C'était un ami à moi, avant de m'en aller justement dans l'autre ville, j'ai eu le temps de m'en aller dans une maison. Euh, c'est une personne où je m'aime encore aujourd'hui, j'ai encore contact avec, puis je la remercierai jamais assez. C'est elle qui m'a pris sous son aile pendant quelques mois. Euh, puis encore aujourd'hui, on se parle. Puis, si ça n'aurait pas été d'elle, possiblement que je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Je dirais qu'elle m'a réellement sauvé la vie. Puis je ne sais pas si elle en est consciente, mais en tout cas, j'espère que oui. Euh, voilà. Donc, de mes 19 à 21 environ, j'ai sombré dans la drogue. J'ai comme eu un trop plein. Non, c'était pas des drogues dures, quoi que ce soit. Dans le sens, pas de cocaïne, pas d'héroïne, rien de ça. Oui, j'ai essayé les champignons magiques, oui, j'ai essayé l'acide, oui, j'ai essayé ce qu'on appelle la mescaline ou du PA. Euh, des choses comme ça.
quand que j'ai su que ma première copine était enceinte, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, puis je me suis dit que mon enfant n'aurait pas à vivre ça. Donc, je consommais du matin au soir, commençant à 8 heures le matin, aller jusqu'à les 3-4 heures dans la nuit. Pour ceux, pour les Québécois qui connaissent un peu, disons que une demi-once, un once de pot, ça me faisait pas froid aux yeux. C'était, je fumais la pipe au couteau, le joint et tout ça. C'était rock'n'roll. Sans oublier quand que je prenais, bon, là-dessus, ce qu'on appelle le pluvard, ou l'acide, ou le LSD, n'importe, mais là comme vous voulez. Ça aussi, ça faisait partie de mes tripes. Donc, c'est ça. Sans oublier là-dessus, bon, oui, je travaillais et tout ça. Bon, j'ai tout perdu dans un feu, ça, je vous l'ai déjà raconté. Je vous ai déjà un peu raconté le reste, grosso modo, mais ma jeunesse en tant que telle, je n'ai jamais parlé. J'ai jamais osé le faire. Je le fais aujourd'hui via YouTube. Parce que ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'aiment pas les enfants, ou qui n'êtes pas prêts à en avoir, faites pas d'enfants. Faites pas d'enfants pour les faire souffrir, scraper leur vie. Ou je pourrais dire, en bonne langue, ruiner. Je vis avec ça en permanence. Les gens me disent, ouais, c'est passé, il faut pas que tu vives dans le passé. Non. Malheureusement, non. Ça fait partie de mon présent et ça va faire partie de mon futur. Est-ce que je vais oublier ça? Non. On ne peut pas oublier ça. C'est une souffrance qui est là en permanence. Vous savez, il y a une période dans ma vie où c'est que j'ai été impuissant envers mes enfants. Parce que je n'ai jamais su comment. Pas les éduquer, mais comment bien les combler. Parce que moi, étant père, étant une personne qui n'a pas connu de un, c'est quoi avoir un père, et de deux, avoir une mère aussi débile qu'une personne à l'asile, ça fait mal. Et ça, oui, j'en ai déjà parlé avec un psychologue. Pour ceux qui disent, ils vont consulter, fait quelque chose. Oui, j'ai déjà consulté. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas. Donc, j'ai arrêté de consulter. J'ai été 1 an et demi en thérapie. J'ai lâché la thérapie. J'ai lâché parce que ça m'aidait pas. J'avance pas. C'est toute la raison pourquoi je veux faire un groupe. Parce que malgré tout ça, malgré toutes ces apparences-là que je cache tout le temps en permanence, tout le temps, j'ai toujours été une personne étant tellement enfermée sur moi-même et en me questionnant, en me disant que je prie le bon Dieu pour qu'il me sorte de cet enfer-là et j'ai rien. Il me laisse là. Mais pourquoi? Ça n'a jamais empêché que j'ai toujours eu des flashs ou des choses, des tremblements de terre. J'étais tout petit, je m'en souviendrai toujours, j'étais en train de regarder un livre. J'avais toute la collection de Tintin, j'avais toute la collection des Schtroumpfs, j'avais pratiquement toute la collection de tous les livres. Ça, c'est mis à part les livres que j'allais chercher à la bibliothèque. J'étais en train de lire un livre et je me demandais pourquoi que je voyais toujours de la guerre. Toujours. Ou des tremblements de terre, ou des choses qui n'allaient pas. Puis, j'avais pas le droit à la TV. J'avais aucunement droit à la TV, du tout, du tout, du tout, du tout. Ni à la radio, ni rien. Puis, les années 80-90,
C'était pas médiatisé comme aujourd'hui. C'était caché. C'était un petit peu plus caché. T'sais, oui, quand il y a eu Kosovo et tout ça, oui, ça a été médiatisé, mais la guerre froide a été médiatisée, mais pas, pas, pas comme aujourd'hui. Et là, vous me dites, ouais, comment ça, tu sais ça si t'avais pas télé? Ben, malheureusement, tu sais, à l'âge que je suis rendu, tu sais, à force de faire l'Internet, puis fouiller dans les archives, puis écouter les documentaires, ils ont fini par être éduqués un peu. Hein. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que mes flashs ont commencé très jeune. Tu sais, je savais qu'à un moment, elle était pour me donner une volée. Je le savais. Je le savais. Je pouvais le savoir. Des fois, il pouvait être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois même sans rien. Donc, elle me prenait sur le vif. Quand un caillou lui passe au cerveau, là, c'est une expression québécoise. On peut en dire quand que ça allait pas bien, là, elle, dans sa tête, là, au moment même, là, ben là, c'est sur moi. C'est moi qui étais son punching bag. Mais je le savais. Je pouvais savoir une journée ou deux à l'avance que j'étais pour avoir une raclée. Manger une volée en bon québécois. Je le savais. Le jour même que j'ai passé au feu, je savais qu'il était pour arriver quelque chose de grave. Mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et le pire, c'est que quand la journée où c'est que je passé au feu à mes 21 ans, c'était en juillet. Puis, à la télévision, ils montraient qu'à Montréal, il y avait eu un feu qui n'arrivait pas à contrôler. C'est quand même bizarre, c'est que 3 heures après, c'était chez moi que ça se produisait. Euh, donc oui, c'était une perte totale. Hein. Tout ce que j'avais emmagasiné, que j'avais pas dans le fond, parce que là, moi, je m'étais réhabillé de la tête aux pieds. Quand je suis parti de chez moi, je suis parti avec une paire de pantalons, une paire de bas et tout ça, et puis avec le temps, il a fallu que je me rééquipe. Mais encore là, souvent, c'est du linge qui a été utilisé qui donne. Donc, il a fallu que je me rééquipe au complet. Donc, ça a été quand même assez long. Puis, quand que ma première copine, la mère de mon premier, est tombée enceinte, là, moi, je travaillais, tout ça, et puis, j'ai comme rééquipé l'appartement au complet, là, tu sais, fauteuil, laveuse, sécheuse et tout ça. Au début, c'était le propriétaire qui nous avait prêté les équipements. Mais au fur et à mesure que moi je pouvais, j'achetais un appareil à la fois et tout ça. Puis, je vous dirais que c'est à l'âge de 25 ans que tout a vraiment déclenché, vraiment pour de bon. Ce qui veut dire dépression par-dessus dépression par-dessus dépression. D'aller jusqu'à là 2 ans pour me diagnostiquer TPL. Mais est-ce que j'ai vraiment ça? J'en ai aucune espèce d'idée. La médecine aujourd'hui, c'est tellement rapide. Oui, ils peuvent se baser sur un questionnaire de 200 quelques questions, mais encore. Parce que pour que j'ai un diagnostic de trouble de personnalité, il faut avoir un questionnaire. Un questionnaire d'environ 200-260 questions. Et avec ça, ils peuvent te dire, bon, oui, t'es TPL, non, tu l'es pas, oui, tu l'es, mais degré 1, degré 2, degré 3, bref, moi, c'est le maximum qu'ils m'ont dit. Puis suite à ça, bon, j'ai eu droit à un psychologue et il a fallu qu'il me pose des questions. Des rendez-vous par-dessus rendez-vous par-dessus rendez-vous, jusqu'à ce qu'il me donne la permission d'aller, dans le fond, d'avoir droit à la thérapie. Mais je sais pas si c'est leur méthode, je sais pas si parce que c'est comme c'est trop ouvert, trop de monde, trop de... Donc, grosso modo, c'est ça.
Donc pourquoi aujourd'hui je suis là à aider autant les gens et à m'oublier? C'est comme inné. Les gens vont me demander, il y a bien des gens qui vont me demander, bon, est-ce que tu travailles et tout ça? Non, malheureusement, je suis incapable. J'ai pas la capacité mentale et physique. Écoutez, le nombre de milligrammes en médication que je dois prendre, c'est, pour moi, c'est affreux. Juste pour la dépression, c'est presque 300 milligrammes. C'est énorme. Et ça, c'est à part la médication pour dormir, que j'ai diminué par moi-même. Parce qu'il y a un temps aussi que la médication fait plus effet. Il y a certains médicaments qui, après un certain temps, le système s'habitue. Donc, à un moment donné, tu en prends une de plus, une de plus, une de plus, une de plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, faut que tu arrêtes. Parce que là, sinon, tu pourrais prendre une bouteille au complet à chaque soir. C'est logique, là. Je peux pas en arriver là. Donc, puis quand je vois ma docteure et que je lui dis ça, c'est... Bon, soit bien souvent, elle va me dire, bon, mais c'est dans ta tête, ou bien, bon, tu sais, je lui ai dit que la thérapie, ça fonctionnait pas. Elle me dit non, continue et tout ça. J'ai pas vu ma médecin depuis je sais plus combien de mois. Il n'y en a pas de rendez-vous. Quand j'avais. Écoutez, tellement c'est ridicule là, pour voir ici, là, dans ma région, là, pour voir ma docteure, il faut que j'appelle à 9h pile le matin, à une journée et date précise. Et puis le pire dans tout ça, quand je réussis à avoir la ligne, il n'y a plus de rendez-vous. À chaque fois, ça me fait ça. Donc imaginez-moi comment est-ce que je suis au bout de la ligne. Il y a eu une fois aussi que j'étais tellement à bout, ça je pourrais vous dire, peut-être, ça fait... J'ai vu ma docteure, je crois, c'est au mois de février. Au mois de janvier, j'étais tellement à bout de ne pas avoir vu ma docteure, parce que c'était comme trop, là, ça faisait quand même trop longtemps, et puis j'appelais, puis c'était quasi impossible. Il a fallu que je lui dise directement à la secrétaire, est-ce qu'il faut que je m'égorge pour que je puisse avoir un rendez-vous? Tu sais, est-ce qu'il faut que je m'ouvre les veines pour avoir un rendez-vous? Ça fonctionne pas, là, c'est pas normal. Là. Je suis supposé d'avoir un suivi régulier à tous les 2 mois maximum. Puis qu'en réalité, c'est supposé être à tous les mois. Mais qu'en réalité, je la vois aux 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Elle me fait des prescriptions de médicaments par tranche de 2 ans. Quand je l'ai vue au mois de février dernier, elle m'a fait une prescription de 2 ans. C'est grave, là. C'est ça, la médecine au Québec. Donc, pour voir ma docteur, je dois appeler une certaine date le matin, à 9h pile. Mais malheureusement, les téléphones sont tellement bouqués, et quand j'arrive pour avoir la ligne, il n'y a plus de place. Donc, si je commence à 9h pile le matin, à 9h05, si j'ai la ligne, il n'y a plus de place. Bye bye, au revoir, il n'y en a plus. Et c'est comme ça. Et il faut appeler la journée même. Ou, si il y a d'autres dates cédulées, qu'elle a comme un temps libre, il faut appeler comme 2 jours avant. Et encore là, il faut encore avoir la ligne. C'est comme ça. Donc, imaginez quand c'est le temps des épidémies de grippe et l'hiver et tout ça, comment est-ce que c'est impossible. L'été, c'est impossible d'avoir un rendez-vous normal ou c'est que tu appelles. Bon, excuse, tu sais, je voudrais avoir un rendez-vous.
Tu sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais change de médecin. C'est une pénurie de médecins au Québec. C'est une pénurie. Si ton médecin tombe soit en relâche, ou soit parce qu'il était muté à l'extérieur, ou il décide de prendre sa retraite, tu peux être 2 ans à attendre avant d'avoir un médecin de famille. Et encore. Parce que les médecins, ce qu'on appelle les médecins de service de garde, ne font pas le même travail qu'un médecin de suivi régulier. Donc, imaginez comment est-ce que c'est terrible. Donc, c'est ça. Il y en a qui me demandent, bon, est-ce que tu travailles, tout ça. Travailler pour quelqu'un, je vais vous raconter 2 petites anecdotes. Quand j'avais, dans mes 22-23 ans, j'ai travaillé pour une entreprise. J'étais comme un peu journalier. Je faisais la construction. C'était un établissement aussi qui faisait la récupération et qui revendait à très très bas prix. Donc, exemple, on pouvait avoir un électroménager pour environ, je vous dirais peut-être 30 $, 50 $, 100 $ maximum, ce qui était vraiment comme très récent, mais c'était du usagé. Les vêtements, c'était la même chose. C'était trop vieux, on jetait, c'était, je veux dire, trop magané, trop, en fait, inacceptable comme vêtements. Sinon, c'était replacé sur les étagères et c'était environ 25 cents du morceau de vêtement. Donc moi, je travaillais là. J'ai eu un contrat de 6 mois et ensuite, ils m'ont rappelé pour travailler là permanent. Donc, je faisais de tout. Autant je pouvais travailler dans les meubles, dans les électros et tout ça. Sauf qu'il y a une période aussi qu'ils m'ont mis sur la construction. Il fallait qu'ils réaménagent l'endroit aussi qui réparait les électroménagers. Mais moi, je suis pas un homme qui aime se faire bosser. Dans le sens, j'aime pas me faire dire. Ok, on peut me dire quoi faire. Mais stop, un coup je l'ai compris, arrête. Il ne faut pas en rajouter. Sauf que cette journée-là, je ne sais pas s'il avait pas eu sa baisse la veille ou si c'était un lendemain de veille ou peu importe. Il était sur mon cas ce matin-là. Mais je vous jure que j'avais ce qu'on appelle, nous ici, un 2x4. Une planche de bois, environ ça d'épais. Mais elle était coupée, là, la longueur, pas vraiment la longueur, là, mais bref, c'est ça d'épais, mais moi, il était quand même assez long. Je suis lancé par la tête. Pour l'amour du Saint-Ciel qui s'est retourné juste à temps parce que je lui fendais le crâne. Pourquoi j'ai agi comme ça? C'est quand tu as été toute une jeunesse au complet à te faire bosser, puis à te faire crier après, à te faire manipuler comme une poupée, tu sais, j'ai pas de mots exacts, là. Ça reste. Puis j'étais une autre période où c'est que j'ai travaillé dans un McDonald's. Ça aussi, c'est une période qui était assez cruciale. Et puis, moi, je suis une personne qui est très, très, très autodidacte. Il faut que ça fonctionne par moi-même. C'est pour ça que dans 99% du temps, aller juste depuis qu'on m'a mis en arrêt obligatoire, j'avais toujours des entreprises à mon nom. Toujours, j'ai toujours eu des entreprises. J'ai eu une discothèque, j'ai eu un site de rencontre, j'ai eu réparation d'ordinateur, j'en ai eu des choses. C'est pas l'argent qui a manqué en tant que tel. Sauf que travailler pour quelqu'un, pour moi, je viens. Bref, ça fonctionne pas. J'étais un petit laps de temps à travailler au McDonald's. Une chance que je suis quand même à l'aise. Puis le propriétaire, euh, ou je vous dirais l'adjoint du propriétaire, était quand même très sympathique avec moi.
Donc, il y a eu un moment aussi qui m'a parlé, il m'a demandé est-ce que ça va. Moi, je lui ai expliqué mon cas. Pas en détail comme que je fais avec vous sur YouTube, mais tout ça pour dire que je lui ai expliqué mon cas et je lui ai dit écoute, moi, je suis une personne que tu m'expliques la job, je la fais. Quand ça va bien, je la fais. À moins que je fasse une erreur vraiment énorme. Mais si je fais bien ma job, ne va pas me dire d'en faire plus ou si c'est pas correct ou non, regarde, je fais mon travail et c'est comme ça et c'est tout. Il a aimé mon honnêteté. Donc, il a toujours été correct avec moi de ce côté-là. Sauf une fois, ce qu'on appelle un chef de corps. Une chance, je finissais à 19h. 19h moins 5, le monsieur se met sous mon cas. Il a été chanceux parce que je voulais lui mettre la tête dans la friteuse. Je suis sorti de la salle des employés après, quand on a fini, on change et puis on s'en va. Je suis sorti du McDonald's, je tremblais comme ça, tellement qu'il m'a mis sur les nerfs. Donc imaginez un peu un travail sous haute pression. Impossible. Impossible. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'il y a peut-être des gens comme vous qui ont peut-être vécu la même chose que moi, mais qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas, ou qui ont peut-être non seulement jamais compris pourquoi. Tout ça pour dire que, moi, les gens qui jugent, ceux qui ne peuvent travailler, ou des choses comme ça, mais qui les mettent dans le même panier que ceux qui ont de l'aide sociale, mais qui peuvent travailler, je leur fais ça. Parce que c'est dégueulasse. Je vois des groupes, je vois des gens critiquer des gens comme nous. Je trouve ça dégueulasse. Je n'ai pas reparlé sur mon profil. Dernièrement, j'ai vu, parce que j'avais vu un groupe d'humour, puis justement, une certaine ville, ils veulent faire des condos, mais ils négligent ceux qui sont en moyen plus restreint. Donc, au lieu de faire des logements pour ceux qui sont moins en moyen, mais ils préfèrent faire des condos pour les plus riches. Puis, je vous dirais 99,99% des gens ont dit qu'ils ont juste à aller travailler. Ça, c'est dégueulasse. C'est ça notre Québec. Tu travailles pas, mais t'es un mange-marde, t'es un sans-cœur. C'est ça ici au Québec. Malheureusement, c'est pour une des raisons pour laquelle je suis complètement seul. Que je suis un homme très solitaire. Est-ce que j'ai des amis? J'ai des amis virtuels, des super bonnes personnes. Mais est-ce que j'ai des gens vrais qui viennent me voir régulièrement ou, tu sais, quand ils voient que je vais pas bien? Non, j'en ai pas de ça. Zéro plus une barre. J'ai des connaissances, des très bonnes connaissances, mais des vrais amis, des vrais de vrais, moi dans ma tête, ça n'existe pas. Donc, pourquoi que je prends des pauses du groupe Le Messager et tout ça? C'est quand je vois autant de méchanceté, des paroles blessantes dans le groupe, quand je vois des gens qui sont haineux, quand je vois des gens qui font des problèmes, quand je vois des gens qui écrivent en privé et te disent des méchancetés de genre t'aurais jamais dû venir au monde, euh, t'es un menteur, tu devrais dire la vérité aux gens, tu devrais te regarder dans un miroir. Mais quand tu t'es fait dire ça, de l'âge de 3 ans à aller jusqu'à tes 18 ans, mon Dieu, que je remercie le ciel que la majorité de ces gens-là soient en France.
Certains vont se reconnaître probablement. Donc, c'est pour ça que souvent je prends un recul. Je m'éclipse. Je préfère m'éclipser que de tout lâcher. Ce serait facile pour moi. J'ai juste à cliquer sur le bouton partir et c'est fini. Plus de messager pour moi. Mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin ils ont besoin de choses pour se faire comprendre, ils ont besoin de sécurité et c'est ce que le groupe, c'est le but d'avoir ouvert, d'avoir ouvert ce groupe-là, voyons, je vais te tenir par le dire, c'est de donner ça aux gens. Puis malgré mes faiblesses, malgré tout ce que je cache à l'intérieur de moi, puis je vous ai pas tout raconté, là. Je vous ai raconté une infime partie. Parce que si je vous raconterais tout, là, de toute façon c'est impossible, je pense plus. De toute façon, je peux pas. Je peux pas. Ça se raconte pas. C'est quasiment honteux. De un, c'est honteux pour moi. De deux, la majorité des gens ne croiront pas. Je pense que je préfère m'abstenir, mais je pense que, avec ce que je vous ai raconté de ma jeunesse, je pense que c'est assez. C'est assez, je pense. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, tout ça pour dire, la morale de tout ça, pour une vidéo de presque 1 heure, tout ça pour dire que, à chaque jour, je me pose la question de pourquoi je suis en vie. Je me pose la question de comment est-ce que j'ai fait pour passer à travers tout ça. Je suis pas le genre de gars, de personne plutôt, à demander de la charité ou quoi que ce soit. Je suis une personne qui est très indépendante. Je suis une personne qui oui, peut commettre des erreurs, peut avoir des sauts d'humeur. Je le sais, j'en suis conscient. Des fois, sur le groupe, j'ai des sauts d'humeur. Je vais sauter un câble, j'en suis conscient de ça. Mais c'est pas méchant. C'est juste comme, tu sais, on offre un groupe, puis il y a des règles à respecter, il faut que ça soit, tout simplement. Il faut que ça soit respecté. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, à chaque matin, je me pose la question. Je me demande pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi que 37 ans, j'ai pas une maison, j'ai pas une voiture. Pourquoi moi, à 37, tu sais? J'ai souvent eu à parler de ça avec les gens, à poser ces questions-là. Puis tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est ben fais-le, va sur le travail. Je titre. Ils comprennent pas. Pourquoi les gens comprennent pas? Pourquoi ils n'ont pas d'empathie? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Puis, c'est un cercle vicieux, hein? C'est un cercle vicieux. On est dans nos problèmes, on essaie de s'en sortir, il y en a d'autres qui arrivent, ça nous plonge dans nos anciens et vice-versa. C'est la même chose avec la médication. Le matin, ça me prend 2 heures, 3 heures à me réveiller. Tu sais, je suis comme un zombie. Je suis comme un zombie vivant, tu sais. Tu sais, ou ben, les sentinelles de l'air, tu sais. C'est comme ça. Je parle, puis, sauf que les lèvres bougent après. Il y a le son avant, mais les lèvres après. Je me sens un peu comme ça. Et c'est comme ça, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Fait que oui, c'est normal que parfois, sur mon mur personnel, il m'arrive d'être dans ma bulle, de pas être bien dans ma peau. Et les gens, ils savent pas vraiment ce que je vis réellement. Ils savent pas. Puis de toute façon, la majorité, ça leur regarde pas.
pourquoi je suis en toute intimité avec vous? Parce que je suis à l'aise avec certains. Puis j'aimerais que mon histoire, en fait, en fasse réfléchir quelques-uns. Réfléchir sur quoi, je sais pas, mais probablement que ça va en faire réfléchir quelques-uns. Du fait que quand je vois des gens s'enlever la vie pour si peu, tandis que moi, j'ai 37 ans, bien profond dans mon cul, avec tout ce que j'ai vécu, et je suis encore là aujourd'hui en train de faire une vidéo YouTube. Alors, je vous dis pas que ça m'a pas traversé l'esprit, je serais menteur. Mais il y a quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose qui me retient, ça c'est sûr certain. Quoi, je sais pas. Mais quand je vois des gens s'enlever la vie avec peu, je peux pas avoir de l'empathie pour ça. J'en ai pour les ados, ou les jeunes ados, les jeunes adultes. Aller jusqu'à 18 ans, je vais en avoir. Dans ceux qui font s'enlever la vie. Mais à partir de 25 ans et plus, là, pensez-y 2 fois. Réécoutez-la, mon histoire au complet. Réécoutez-la. Lisez entre les lignes. Ou plutôt, écoutez entre les lignes. Pensez-y. Donc, c'est pour ça que souvent je prends du recul. Je vais essayer de voir ce que je retravaille sur moi-même. Je suis bon pour un petit 2-3 mois. Après ça, je replonge. Tu sais, je suis un peu comme ça, tout le temps, en permanence. Une vraie vague. Comme là, oui, je me sens beau. Il n'y a rien qui avance. Je dois essayer. J'ai beau essayer, essayer. Mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien. Donc, je prends du recul. C'est de trouver d'autres solutions pour X, Y, Z raison. Mais c'est difficile. Puis j'ai pas hâte en 2015. Merci de m'avoir écouté. En espérant que cette vidéo va vous avoir fait allumer sur moi, va vous avoir fait comprendre qui j'étais, comment je suis, comment est-ce que je peux être, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu. Ce moral dans tout ça, c'est quand on a un passé où c'est difficile, puis qu'on arrive à 37 ans, avec plus rien. Oui, j'ai déjà réussi, soit dit en passant. Pour ceux qui se le demandent, oui, j'ai déjà réussi. J'ai déjà été très haut. Mais aujourd'hui, je suis plus que très bas. Donc, ça fait mal. Puis je sais pas ce que l'avenir va me réserver. J'en ai aucune espèce d'idée. C'est vrai, je suis jeune encore. Mais quand c'est tout ça va s'arrêter, aucune idée.